Rebonjour. Rebonjour à toutes et tous. Je vois que vous êtes enflammés dans vos discussions. Je m'excuse de vous interrompre. J'espère que vous avez apprécié les ateliers auxquels vous avez participé ce matin et cet après-midi, que ça a enrichi vos réflexions aussi à travers ces discussions-là. Moi, j'ai assisté à 2 moitiés d'ateliers, donc une moitié ce matin, une moitié cet après-midi, et on avait vraiment affaire à des gens passionnés par leur sujet, donc je trouvais ça fantastique. Peut-être que, comme pour moi, c'était un choix déchirant pour vous de ne pas pouvoir vous cloner pour assister à plusieurs ateliers en simultané. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va faire un petit recap tous ensemble pour faire un retour sur ce qui s'est passé dans chacune des salles. Ça va être un peu notre plénière de clôture. Alors, j'inviterai mes 4 panélistes qui vont faire office de porte-parole pour chacune des salles à monter sur scène pendant que je vous les présente. Alors, vous pouvez vous approcher. On a Sandrine Cabanat-Degani, qui est directrice générale de Piéton Québec. Nathalie Provost, directrice du service de l'organisation scolaire pour le centre de service scolaire Marguerite Bourgeois et responsable du transport scolaire. Jean-François Réau, directeur général de Vélo Québec, ainsi que Frédéric Bataille, porte-parole de la Coalition Mobilité Active Montréal. Alors, merci à vous 4 pour votre participation, mais aussi pour votre implication dans les ateliers d'aujourd'hui. Merci d'être là. Alors, dites-nous, d'abord, dans quels ateliers vous étiez respectivement pour nous aider à nous situer et donc les discussions auxquelles vous avez participé et aussi pourquoi, pour les mettre en contexte un peu, pourquoi selon vous c'était des discussions qui étaient particulièrement importantes à avoir aujourd'hui. Vous avez un petit enjeu, vous aussi, hein? Allez-y doucement, faites pas comme moi. Vous, votre micro il est mobile? Ça va? Allez-y pendant qu'on gère l'autre câble. Parfait. Donc, bonjour, Jean-François Réau de Vélo Québec. Donc, nous, ce matin, on a parlé de vol de vélo. C'est un sujet qui est particulièrement important parce que, premièrement, on constate une croissance là, des vols de vélo à Montréal. Je suis poigné dans mes affaires, là. Bon. Donc, c'est un sujet qui est important parce que c'est en croissance à Montréal. Puis aussi, les gens investissent de plus en plus dans leurs vélos. On parle des vélos à assistance électrique, mais aussi des vélos cargo, des vélos familiaux. Donc, il y a de plus en plus d'argent qui sont investis dans ces vélos-là. Donc, c'est important là, de travailler sur le sujet du vol de vélo. Le vol, c'est la perte d'un outil de mobilité, mais la peur du vol, c'est aussi un frein à l'utilisation du vélo. On va souvent entendre lorsqu'on demande aux cyclistes pourquoi vous ne faites pas de vélo. Raison numéro 1, le manque d'infrastructure. Raison numéro 2, j'ai peur de me faire voler mon vélo. Donc, il y a des gens qui ne vont pas choisir le vélo pour aller à certains endroits. Donc, on a eu la chance d'avoir la participation de Michael Merdotte du SPVM qui nous a donné des nouvelles du projet Garage 529. Le Garage 529, c'est une base de données où on peut enregistrer son vélo. Si jamais le vélo se fait voler, on peut le déclarer, puis en fait, l'information circule. Si votre vélo... en fait, je ne veux pas vous donner plein de chiffres, là, mais sachez que si votre vélo est enregistré et qu'il a été déclaré volé, le taux de retour, c'est entre 5 et 10 %. Donc, pour moi, c'est utile. C'est une base de données qui est utile. La Ville de Sherbrooke a constaté 50 % de baisse du nombre de vols de vélos. On a aussi eu Pierre-Marie Legrain du magasin du Moulin Bicyclette qui nous a présenté la perspective des détaillants qui font la promotion du projet Garage 529. La perspective est vraiment intéressante, là. En gros, lorsque quelqu'un s'achète un vélo, le magasin va faire la promotion de l'outil, mais c'est pas simple. C'est pas simple de prendre le temps. Puis, je conclue, je me dépêche, là, mais en après-midi, on a plongé en profondeur dans une des pistes de solution qui est le stationnement sécurisé. C'est donc un sujet très important parce que c'est une solution au vol de vélo. On a eu Antoine Hébert-Meyer de Vélo Québec qui nous a fait un tour d'horizon sur les solutions possibles, notamment ce qui existe un peu partout dans le monde. Antoine Sambin de l'Agence de mobilité durable nous a présenté le projet de pôle de mobilité dont il y a eu l'inauguration du premier à la place près de la rue Masson. Et puis ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Puis ensuite, Romain Costa-Ducreux nous a parlé de la réglementation
qui est probablement un des outils très intéressants. Je vais juste noter que Romain nous a dit que la Ville de Laval avait des éléments très intéressants dans son règlement et qu'ils étaient innovants. Donc, à la Ville de Laval, bravo. On leur enverra le mémo s'ils ne sont pas là aujourd'hui. Nathalie? Oui, alors Nathalie Provost, du Centre du service scolaire Marguerite Bourgeois. J'étais dans le volet scolaire. Dans le fond, l'atelier de ce matin traitait, c'était vraiment un panel qu'on avait devant nous d'intervenants à différents niveaux auprès des élèves. Donc, on avait un enseignant, on avait une direction d'école, on avait un conseiller pédagogique d'un centre de service scolaire, on avait un représentant de la Ville de Montréal et une représentante des parents. Donc, on a pu faire un tour 360 sur la sécurité aux abords des écoles et comment chaque intervenant peut y travailler, œuvrer, pour voir que finalement, c'est vraiment un travail d'équipe. Au-delà de ça, ce qu'on a vu également, c'est que la sécurité aux abords des écoles, oui, ça aide nos élèves, mais ça aide également la communauté environnante, parce que quand on fait une diminution, un apaisement de la circulation, quand on rend les lieux plus sécuritaires, bien, on amène une adhésion des parents à utiliser un transport actif plutôt que la voiture. Et dans le fond, au bout de la ligne, c'est tout le monde qui en bénéficie. Durant l'après-midi, là, c'était un atelier un peu plus actif où on s'est fait présenter le concept de rue-école. J'y reviendrai plus tard, mais surtout, c'est que c'était un atelier où on a pu voir comment c'est complexe partir un projet, mais surtout comment l'implication de chacun peut faire en sorte qu'on va aboutir à un projet et que, dans le fond, chaque petit pas est important parce que c'est tout ça ensemble qui permet de faire le projet. Merci beaucoup. Sandrine ou Frédéric? Allô? Merci. Oui. Oui, je peux y aller. Donc, le premier thème qu'on a eu, c'était comment motiver les piétons à défendre leurs droits au confort et à la sécurité dans leur milieu de vie. Donc, on avait 3 panélistes qui ont présenté des courtes présentations de mobilisation citoyenne de piétons. On avait Jean-François Gagné de Pas de mort de plus. C'est une mobilisation citoyenne qui s'est passée autour des écoles à la suite du décès de Maria. Donc, il y a des parents autour des écoles qui ont voulu sécuriser les déplacements scolaires. Là, ça rejoint un peu le thème du milieu scolaire. Qui nous a présenté un peu les démarches, l'évolution de tout ça ce matin. Ensuite, il y a Fatima Salazar-Gomez de Woodstock qui nous a présenté un peu leur démarche avec les jeunes dans les quartiers excentrés. Donc ça, c'était très intéressant de comment rejoindre un peu les piétons qu'on ne rejoint pas d'habitude. Je pense que on fait tous un peu de la mobilisation où on croise des gens, puis c'est souvent les mêmes personnes qu'on croise, comme ici, en fait. Donc, c'est intéressant d'avoir des moyens d'aller chercher du nouveau monde, des gens qui ont aussi des préoccupations, mais qu'on ne rencontre pas souvent. Donc, c'était un peu la présentation de Fatima. Ensuite de ça, on a eu un instant. Ex-Aequo, c'était Mélanie. Marie Turcotte. C'est ça? Marie. Marie Turcotte, oui, pardon. Qui est venue nous présenter un peu les difficultés, puis la mobilisation au sein de son organisme qui défend les droits des personnes en motricité réduite. Donc, c'est tout un autre chantier. Donc, elle milite beaucoup pour l'accessibilité universelle. Puis, je pense que montrer un peu la ville aujourd'hui, on voit avec les cônes oranges que c'est particulièrement difficile pour les personnes qui ont des problèmes de motricité. Donc, ça, c'était très intéressant. De mobilité, plutôt? Motricité et mobilité. Les là, deux, oui. Puis, il y a tout... il y a tout ça, mais puis, en fait, on a beaucoup parlé de la mobilisation des citoyens à travers les organismes. Comment on va chercher les gens? C'est quoi les difficultés? Donc, à travers l'atelier, c'est ça qu'on a essayé de développer, puis même peut-être de se donner des trucs. Je pense que ça va être partagé par le CRE ensuite là, dans les résumés. En après-midi, c'était pour les ateliers communautaires de vélo. Donc, c'était le thème. On avait 3 panélistes, mais de 2 organismes. Il y avait Cyclo Nord-Sud, que la plupart connaissaient, je pense. Donc, Cyclo Nord-Sud qui existe depuis 25 ans, mais qui donne des vélos
entre autres, là, qui donne des vélos à des pays du Sud, à des travailleurs étrangers aussi ici, qui offre des ateliers pour les jeunes, pour construire ton vélo, pour construire son vélo, pour réparer un vélo, des ateliers communautaires dans différents quartiers, un atelier mobile aussi. Donc, comment l'éducation à la mécanique, l'éducation au vélo, comment l'atelier communautaire est au centre d'un écosystème communautaire dans un quartier. L'importance de ça. Et puis, on avait aussi 2 personnes de Bessic Uni Montréal. Donc, on avait José Royapel et Simon Parizeau. Pour Slow Nord-Sud, c'était Rémi Laurent. Ça, oui. Donc, la discussion est vraiment allée sur le rôle de l'atelier communautaire dans l'écosystème montréalais, dans l'offre de transport aussi, à quel point c'est important. C'est important de, savoir qu'on peut réparer son vélo, savoir que c'est important d'avoir des notions de base. Puis que à travers les ateliers communautaires, il y a plein d'autres choses qui émergent, d'autres mobilisations citoyennes. Donc, ça rejoint aussi la mobilisation piétonne qu'on parlait ce matin à travers les ateliers communautaires. Merci, Frédéric. Et Sandrine, j'imagine, va nous parler des piétons. Oui, effectivement, mais avec un sujet un peu plus précis, en fait. Un sujet qui peut paraître un peu rude, mais qui s'est révélé passionnant et très riche. On a parlé de données. C'est important, les données. Oui. En fait, on a fait le constat en préparation de cet atelier-là qu'on a beaucoup parlé de sécurité routière, qu'on a beaucoup de données par rapport à la sécurité des piétons, puis on a investi beaucoup de ressources dans les dernières années sur ces questions-là et beaucoup d'énergie et de communication publique sur ces questions-là. On a aussi des données intéressantes par rapport au déplacement en vélo. On a investi aussi dans ces infrastructures-là. Mais qu'en est-il de la marchabilité? C'est quelque chose qu'on documente moins et pour lequel on a moins d'informations. Donc, c'était un peu la raison d'être de cet atelier. Et on s'est posé donc la question de comment prendre en considération les besoins des piétons dans toute leur diversité. Puis, au-delà de la sécurité routière, comment faire en sorte de prendre en considération le besoin de confort, d'expérience agréable, qui va faire en sorte que davantage de personnes vont choisir de se déplacer à pied, puis que leur expérience va être agréable et qu'ils vont vouloir s'approprier l'espace public. Donc, on a fait ça en 2 temps, comme les autres ateliers. On a fait un tour de roue d'abord des outils, des moyens de collecte de données, des indicateurs qui peuvent être utilisés pour mesurer les besoins des piétons. On a fait ça grâce à une présentation notamment de Marie-Hélène Armand de la Ville de Montréal qui nous a présenté un peu ce qui est fait à la Ville dans le cadre de projets de rues piétonnes, de rues partagées. Quelles données sont utilisées, quelles données sont présentées, comment elles sont valorisées. Puis, on a aussi une présentation de Momentum, une firme qui fait de la modélisation de déplacements piétons. Donc, c'est bien intéressant. Puis, dans un deuxième temps, on a discuté de comment mesurer des données sur l'impact des projets piétons, parce que ça aussi, c'est un volet important. Donc, oui, considérer les besoins en amont du projet puis dans l'élaboration, mais une fois que le projet est mis en œuvre, quelles données récolter, comment, pour pouvoir mesurer l'impact et surtout le communiquer pour faciliter l'adhésion de la population au projet, mais aussi l'appui des différents paliers qui doivent soutenir le projet pour qu'il y ait lieu, mais aussi pour que des types de projets similaires puissent se multiplier à Montréal. Donc, on a parlé de mesures justement d'impact au niveau à la fois économique, santé, environnement, puis bien sûr sur l'expérience puis les usages. Excellent. Merci à vous 4 pour ce bon résumé. Ensuite, en quelques mots, ce serait quoi les idées fortes qui sont ressorties des discussions ou je ne sais pas s'il y a des éléments qui vous ont particulièrement marqué ou surpris qui ont émergé de ça? Vaste programme, encore une fois. Oui. Là, si on entre dans le sujet du vol des vélos,
Ce qui est ressorti assez rapidement, c'est qu'il y avait des responsabilités individuelles et des responsabilités collectives. À savoir, c'est qu'il y avait un consensus assez fort pour dire que les cyclistes ont un rôle important à jouer dans la façon dont ils verrouillent leur vélo, mais aussi dans le choix de leur cadenas. On a longuement parlé des Canadian Tire de ce monde qui vont peut-être offrir des cadenas à 20 $ qui ne sont pas vraiment des cadenas. Donc, un faux sentiment de sécurité. Les organisations peuvent aussi jouer un rôle significatif pour inciter au développement du stationnement à vélo sécurisé, mais aussi au déploiement de l'application Garage 529. Donc, il y a vraiment plein d'éléments. Il y a plusieurs éléments là, qui peuvent être faits autant d'un point de vue collectif que d'un point de vue individuel. Sur Garage 529, je l'ai dit un peu en introduction, mais c'est un projet qui marche. Puis plus il sera utilisé, plus ça va fonctionner. La réduction là, de 50% à Sherbrooke. Encore une fois, sur Garage 529, il y a eu une autre idée intéressante. C'est l'idée de mieux accompagner les détaillants. L'expérience là, de Pierre-Marie de Dumoulin Bicyclette expliquait que c'était beaucoup de choses à expliquer à la fin d'un achat important. Donc, peut-être que des organismes nationaux comme Vélo-Québec pourraient aider à travailler, à rendre ça plus simple, encore mieux expliqué. Je ne suis pas en désaccord, là, moi qui travaille pour Vélo-Québec. Donc, il y a quelque chose de très intéressant. Une idée très saugrenue, très drôle, le concours du meilleur cadenas du monde entier qui serait chapeauté par l'École polytechnique ou l'ETS. Donc, l'idée de bâtir un meilleur cadenas. Au niveau du stationnement, le stationnement sécurisé, on est vraiment les discussions étaient riches et, j'ai envie de dire, c'était vraiment un cocktail de solutions pour le stationnement. Multiplier les types de stationnement, multiplier les endroits. Sur rue, hors rue, dans les bâtiments privés, la mutualisation des espaces, c'était vraiment des solutions à utiliser. On a aussi parlé des différents besoins en fonction des types de vélos et de la valeur des vélos. Par exemple, les vélos à assistance électrique ne peuvent pas nécessairement rester à l'extérieur en hiver. Certains vélos ont besoin d'être couverts. L'accès électrique aussi dans le cadre du stationnement. Donc ça, c'est intéressant. Une idée forte qui est ressortie qui était unanime, c'est que la tarification est essentielle pour favoriser un roulement. Donc, c'est-à-dire que le stationnement gratuit de qualité, ça sera difficile de l'offrir à tout le monde. Donc, un peu comme pour les voitures sur les rues commerciales, d'utiliser la tarification pour faire de la rotation. Puis la dernière chose qui était assez forte, c'est que l'Agence de mobilité durable est bien positionnée pour utiliser les revenus du stationnement automobile pour soutenir les initiatives de stationnement vélo. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, là, je fais juste le répéter. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Nathalie? Oui, alors au niveau scolaire, ce dont on a discuté, c'est que la vaste majorité des parents, pour ne pas dire tous les parents, sont bien en accord avec la mobilité active, mais ont plus à cœur la sécurité de leurs enfants. Ce qui fait en sorte qu'entre marcher pour se rendre à l'école ou mettre leur enfant dans leur voiture pour se rendre à l'école, le deuxième moyen est le plus sécuritaire, même s'ils ne sont pas nécessairement en accord avec le fait que ce serait vraiment mieux si l'élève marchait. Ça a une conséquence, ça fait en sorte que moins d'élèves marchent, plus d'élèves sont transportés en voiture, plus il y a de voitures aux abords des écoles, plus il y a de voitures aux abords des écoles, moins l'école est sécuritaire, puis là, on est dans un cercle vicieux, moins les parents vont faire marcher leur enfant parce que l'école n'est pas sécuritaire. Bref, il faut travailler là-dessus et, entre autres, augmenter le sentiment de sécurité des parents à l'égard de la sécurité aux abords des écoles. Pour faire ça, il y a la Ville de Montréal qui a mis en place le programme de sécurisation aux abords des écoles. C'est un programme qui est fait en collaboration avec les arrondissements et les écoles qui sont tous les deux consultés quant aux endroits peut-être plus névralgiques où il faudrait mettre en place du mobilier urbain pour apaiser la circulation ou élargir des trottoirs, par exemple, de façon à ce que la marche pour se rendre à l'école soit une activité plus agréable et plus sécuritaire pour les parents. L'autre projet, c'est la rue École,
qui est une rue, dans le fond, qu'on ferme. On la ferme temporairement. On la ferme un peu avant le début des classes, un peu après la fin des classes, de façon à ce que les élèves se réapproprient la rue. C'est toujours une rue qui est faite à proximité de l'école, donc souvent en avant, fermée complètement à la circulation pendant la durée de l'activité. Donc, on inverse le ratio auto-enfants pour que la rue devienne uniquement accessible aux enfants. Ça sécurise les parents, puis ça permet aux enfants de faire des activités libres, des jeux libres dans la rue sans danger. Malheureusement, ce magnifique projet est présentement assez temporaire. Donc, souvent, les écoles vont se mobiliser une journée semaine. Ça prend des bénévoles, ça prend des acteurs qui vont se mobiliser, ça prend une pérennité. Donc, il faut s'assurer d'avoir dans le fond, quelqu'un qui s'y quitte ou quoi que ce soit, que le projet puisse se poursuivre dans les années. Alors, présentement, on s'est fait présenter le projet qu'il y a à l'école primaire Benoît. L'activité se déroule 30 jours par année, donc c'est pas beaucoup, mais quand ça se fait, c'est vraiment une activité qui est appréciée de tout le monde. L'école est en face d'un centre pour retraités et les retraités participent aux activités également. Avec le temps, là, il y a comme une cohabitation qui s'est faite le vendredi pendant l'activité. On remarque que ça a développé plein d'éléments, une plus grande socialisation entre les parents, entre les enfants, avec l'équipe école, les parents. Donc, on est comme dans un contexte qui n'est pas l'école, mais quand même qui est autour de l'école puis qui sécurise les parents. Les jours où on a l'activité, il y a plus d'enfants qui vont marcher pour se rendre à l'école parce que les parents savent qu'il y a moins d'auto ces jours-là. Donc, c'était la bonne idée. Merci, super inspirant. De Oui. votre côté, Frédéric? Oui, les idées fortes, j'ai identifié quelques idées fortes. J'ai participé à la rue École Saint-Benoît, c'est vraiment cool. C'est un beau projet. Les idées fortes, en fait, donc je rappelle, le thème en avant-midi, c'était défendre les droits des piétons à travers 3 organismes. On avait PUMP, Pas de mort de plus, Woodstock et Execo. Ce qui est sorti beaucoup, c'était... en fait, que c'était beaucoup de mobilisation citoyenne. C'était demandant en temps, en énergie. C'était assez compliqué. Tu sais, essayer de faire, par exemple, changer des projets de loi ou essayer de faire obtenir des sous pour améliorer le quartier. Par exemple, je trouvais ça quand même assez intéressant autour des écoles. Tu sais, on ne peut pas être contre la sécurité des enfants autour des écoles, mais le fait de ne pas avoir sécurisé les écoles, de ne pas le faire, c'est un peu être contre. Fait que là, on a des parents qui défendent le droit de pouvoir marcher de façon sécuritaire à l'école, puis ils doivent se battre pour obtenir ça. Donc, c'est quand même intéressant comme position. Donc, puis, en fait, des idées fortes aussi par rapport à la mobilisation, c'est qu'il y a souvent un épuisement. Fait qu'il faut garder les gens mobilisés. Fait que c'est un gros défi des groupes de garder les citoyens mobilisés. Surtout que pour la plupart des groupes citoyens qui émergent comme ça, il n'y a pas de sous, il n'y a pas de subvention, il n'y a personne qui les aide vraiment dans la gestion des affaires. Fait que c'est quand même un beau défi, mais les gens continuent de se mobiliser, c'est important. Je tiens à souligner aussi un fait fort de la matinée, c'est que 2 de ces groupes-là sont à la suite de quelqu'un qui est décédé. Donc, mon idée forte qui est un peu revenue, est-ce qu'on va attendre d'autres morts pour agir? C'est un peu la question qu'il faut se poser. En après-midi, c'était autour des ateliers communautaires. Puis d'ailleurs, à la rue École, il y a un atelier de réparation vélo pour remettre en état les vélos. Donc, ça fait partie un peu de l'offre des services d'ateliers communautaires. Les idées fortes, c'est de voir l'atelier communautaire pas juste pour la réparation de vélos, mais comme un tiers-lieu accessible à toute la communauté où les gens se rencontrent, les gens partent des projets, les gens peuvent intégrer, s'approprier un quartier à travers l'atelier communautaire. Donc, c'est plus qu'un lieu où on répare des vélos, c'est un lieu de sociabilité. Ça brise l'isolement également. Donc, c'est très intéressant pour ça. Puis sinon, juste un élément que je n'avais pas mentionné, mais le matin aussi, je pense que tout le monde a trouvé quand même difficile le passage durant la pandémie pour la mobilisation citoyenne. Fait que ça a été une épreuve difficile. Et que la mobilisation citoyenne, en fait, souvent, les gens commencent par demander des choses.
ça ne marche pas. Fait qu'on fait des actions, des manifestations, puis souvent, on se rend jusqu'à la désobéissance civile. Fait qu'il y a comme tout un spectre d'actions possibles par rapport à la mobilisation. Fait que si jamais vous voulez vous mobiliser, là, vous viendrez me voir après. Des petites idées de désobéissance civile en tête. Et finalement, Sandrine? Oui, bien avant de répondre à la question, je voulais juste ajouter quelque chose. Tantôt, j'ai oublié de nommer qu'il y a aussi Julien Voyer en après-midi qui est venu nous présenter l'étude de la vie dans l'espace public. C'était vraiment intéressant comme exemple de façon de mesurer les usages, notamment de l'espace public. Donc, les idées fortes qui sont ressorties de notre atelier, on a bien sûr conclu que c'était important de mesurer les usages qui sont faits de l'espace public, de la rue, les motifs, la satisfaction et bien sûr les habitudes de déplacement et le potentiel ou en fait la projection de déplacement piéton qui pourrait être faite dans le cas de changement, par exemple, des aménagements. On a parlé aussi du fait que la récolte de données doit être faite à toutes les étapes du projet, donc pas seulement juste à la fin, pas seulement au début dans la planification, mais vraiment dans toutes les étapes allant de la pré-planification jusqu'à aux effets là, une fois que tout est mis en place. Puis que cette collecte de données doit mesurer pas juste en été quand il fait beau, mais aussi prendre en compte la saisonnalité, les différents changements météo. Donc, on a vu des exemples là, où juste le fait qu'il fasse chaud, bien, ça fait qu'il y a moins de piétons, par exemple, sur une rue piétonne, ou la pluie, etc. Donc, d'avoir un portrait global qui peut avoir une influence sur les usages et sur les habitudes. On a aussi parlé de l'importance de modéliser les déplacements piétons, donc pas juste de compter ceux qui se déplacent en ce moment à pied, parce que des fois, il y a des gens qui peuvent ne pas se déplacer parce qu'il n'y a pas les aménagements adéquats ou parce qu'il y aura des changements dans un quartier, donc d'utiliser les techniques de modélisation qui existent pour les appliquer aux déplacements piétons. On a parlé du fait que souvent, il n'y avait pas d'étude d'impact d'un projet sur les déplacements piétons. Donc, c'est pour ça qu'on doit faire qu'on devrait en fait intégrer ce volet-là dans les études d'impact de circulation. Ça va permettre de mieux comprendre pourquoi les gens se déplacent, puis permettre aussi de connecter les destinations, parce que des fois, on ne sait pas les gens vont où, puis par où ils passent. Donc, de faire ces études-là peut permettre d'adapter les aménagements pour favoriser les cheminements courts, directs, confortables, efficaces. Donc, dans le fond, les cheminements naturels. Puis, ça peut aussi permettre de prévoir l'espace nécessaire pour une cohabitation sécuritaire et agréable. Donc, on parle notamment dans les cas où il y a une cohabitation entre les piétons et les cyclistes dans un aménagement. Bien, si on connaît ou on modélise les flux piétons, bien, on peut savoir c'est quoi la largeur qui est nécessaire pour favoriser une cohabitation plus efficace. On a nommé qu'on le fait peu en ce moment, donc c'est important pour optimiser l'usage de l'espace public et aménager des infrastructures piétonnes. Puis on a parlé que ça serait intéressant que ça soit ancré dans les analyses de circulation en ce moment qui mesurent seulement la mobilité motorisée. Ça fait en sorte qu'on a des arguments très, très forts pour les inconvénients des changements que ça peut amener sur la circulation motorisée, mais on n'a pas l'équivalent de données au niveau des bénéfices que ça peut amener pour les déplacements piétons ou encore des inconvénients pour les déplacements piétons de ne rien faire. Puis ça, c'est quelque chose qui est ressorti puis qui m'a marqué, en fait, c'est que on connaît bien les avantages généraux de la mobilité active, les objectifs, on s'entend là-dessus sur mais des fois, on va s'appuyer sur ce côté vertueux, mais on n'a pas les arguments égaux qu'on a pour, par exemple, les déplacements motorisés. Donc, on a besoin de ces données-là pour convaincre. Puis, en fait, on se disait que c'était un peu désolant de voir que on ne nécessite pas ce même niveau de rigueur ou d'information, de données pour refaire à l'identique ou pour tout simplement continuer de faire les pratiques telles que maintenant. Donc, c'était une réflexion un peu générale qu'on a eue aussi. Excellent, merci beaucoup. En terminant, faire un ajout?
Oui. Tu parles de rigueur pour les analyses motorisées. Moi, j'ai travaillé avec des données. Là, il n'y a pas de rigueur dans les analyses motorisées des voitures. On l'a vu dans le 3e lien et tout. Je voulais juste... non, mais pour vrai, il n'y a pas de rigueur. Je voulais juste dire une occasion manquée de documenter l'amélioration de l'expérience piétonne. C'est vraiment le rêve Saint-Denis. C'est un projet de piste cyclable, mais les usagers qui ont le plus gagné avec les traverses mi-bloc, avec le fait qu'ils soient éloignés des voitures, c'est vraiment les piétons, en fait. Puis on le voit, parce que les commerces, ça va mieux et tout. Fait que ça, c'est comme une opportunité de documenter quelque chose qu'on aurait pu faire, t'sais. Donc, je voulais juste mettre une bûche dans le poêle de ton intervention. Merci beaucoup. En terminant, on se rappelle que l'objectif du forum aujourd'hui, c'était de faire émerger comme une nouvelle génération de stratégies, là, de passer à un autre niveau, toujours dans l'optique d'atteindre les fameuses cibles pour lesquelles il nous reste encore, disons-le poliment, des croûtes à manger. Alors, en terminant, c'est quoi, selon vous, les prochaines étapes à franchir ou même à prioriser sur les questions qui ont été discutées dans vos ateliers respectifs? Jean-François. Oui, merci. Vaste question. Bon, moi, je suis allé simplement des prochaines étapes par rapport à ce qu'on a discuté. La promotion du projet Garage 529, je pense que pour réduire le vol de vélos puis augmenter les vélos qui sont retrouvés, je pense que c'est quelque chose d'important. Les innovations, notamment avec les pôles de mobilité de l'Agence de mobilité durable, il y a quelque chose qui est vraiment important là-dedans. Troisième point, la réglementation qui évolue. Il y a le nouveau PUM qui arrive. Il y a des éléments intéressants, mais il n'y a pas nécessairement les minimums qui nous permettraient d'avoir quelque chose de cohérent partout sur le territoire de la Ville de Montréal, donc travailler sur la réglementation. Puis, dernier point, j'ai envie de saluer les fournisseurs qui offrent des solutions innovantes. Vous avez peut-être vu ce midi là, des stationnements vélos. C'était beaucoup de travail pour eux de les apporter ici pour qu'on puisse les voir. Là. Donc, moi, je veux les remercier. Et je veux aussi les remercier d'avoir apporté des stationnements vélos, mais aussi les remercier d'innover puis d'apporter des nouvelles solutions parce que le défi est vaste là, pour réduire le vol de vélo puis augmenter la sécurisation du stationnement. Donc, ils ont un rôle important à jouer. Fantastique. Merci. Au niveau scolaire, dans nos écoles, on a des enseignants d'éducation physique et qui s'occupent également de la promotion de la santé. Trop souvent, on leur donne le fardeau de s'occuper de la mobilité active. Donc, dans le fond, il faut qu'on pense à voir plus grand que ça. La mobilité active autour des écoles, c'est une responsabilité qui est partagée. Donc, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas des comités, des gens qui vont se mobiliser, mais pas juste l'enseignant d'éducation physique sur les épaules de qui on va mettre la responsabilité, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. L'autre chose également qu'on a mentionné, c'est qu'il faut s'assurer d'avoir une pérennité, donc d'avoir des gens qui vont prendre la relève parce que ça bouge beaucoup dans les écoles, autant les parents, les bénévoles, les enseignants, les directions. Fait que si on ne s'assure pas d'avoir une relève avant que les gens quittent, donc à ce moment-là, nos projets sont amenés à disparaître. L'autre chose, il y a beaucoup d'intervenants qui n'attendent que ça d'être interpellés. Fait qu'il faut juste s'ouvrir les yeux puis voir, puis peut-être oser cogner à la porte des écoles, mais que les écoles osent aussi cogner à la porte des intervenants qui agissent autour pour qu'on fasse vraiment un travail d'équipe puis qu'on en fasse, comme je disais tantôt, une responsabilité partagée. Puis enfin, la dernière chose que je voulais dire, c'est beau la mobilité scolaire. La mobilité scolaire, c'est pas juste marcher, c'est aussi aller en vélo à l'école, en trottinette, en planche à roulettes. Si les écoles sont pas aptes à ce que l'élève puisse sécuriser son équipement, quand il arrive à l'école, il ne le prendra tout simplement pas et la voiture va encore être le premier choix. Donc, il faut s'assurer que les babines suivent les bottines là, ou l'inverse. Là, dans le fond, si on veut promouvoir ça, bien, s'assurer que les élèves puissent le laisser en sécurité pendant la journée puis revenir à l'école, revenir à la maison le soir venu. Merci beaucoup. Côté de Frédéric. Oui, donc pour défendre les droits des piétons, en fait, les prochaines étapes, c'est quoi? Bien, ça passe par l'éducation. L'éducation à travers l'école pour montrer, comme citoyen, quelle avenue où on peut défendre nos droits, où on peut aller parler. Par exemple, conseil d'arrondissement, conseil de ville et tout ça. Mais aussi l'éducation à travers les organismes communautaires. Là aussi, je pense à Woodstock le fait un petit peu, c'est de montrer qu'on peut aller parler à nos élus, à nos députés, aller amener des problématiques qu'on vit tous les jours.
Fait que ça, je pense que c'est ça. Puis évidemment, ben, il y a toujours une question de financement. Pas nécessairement financement pour les organismes, mais financement pour permettre de construire des aménagements pour les piétons. Avec pas de mort de plus, il y a une maman qui a perdu son enfant sur un trajet scolaire parce qu'il n'y a pas de trottoir. Bien, il y a un référendum qui a voté contre le trottoir parce que ça augmentait les taxes des citoyens. Est-ce que ça devrait être permis, ce genre de choses-là? Donc là, c'est encore une fois, c'est le financement. Puis pour la ville, ce financement-là, c'était trop coûteux pour elle de faire un trottoir. Est-ce que le financement devrait venir d'ailleurs? Est-ce que le provincial devrait amener plus d'argent pour sécuriter les trajets scolaires? C'est ça, oui, c'est ça. Donc, en fait, le gros, c'est ce qu'on veut les prochaines étapes, bien, c'est pas attendre d'autres morts, agir maintenant. Donc, c'est vraiment ça. En après-midi, mais qu'est-ce qu'on veut pour les ateliers communautaires? Là, c'est une reconnaissance que l'atelier communautaire rend un service essentiel. Il répare à peu de frais des moyens de transport, souvent le premier moyen de transport de beaucoup de gens. Donc, il faut rendre ça accessible, il faut faire, peut-être amener du financement, différents projets, donc un réseau, une reconnaissance. Aussi, changer un peu la vision du vélo chez les gens. Dans les ateliers communautaires, on voit ça souvent, mais tu sais, comme le vélo, des fois, c'est vu comme un bien consommable. Ah, il ne marche plus, je le laisse sur le côté, puis je le remplace. Ben non, c'est de montrer que c'est réparable. Puis souvent, c'est facilement réparable, les petits trucs. Donc, un petit peu d'éducation là-dessus aussi. Fantastique, merci. Et Sandrine, je vous offre le mot de la fin. Nous, il est ressorti quatre prochaines étapes. Un élément vraiment, vraiment concret, modifier le guide de la Ville de Montréal sur l'étude d'impact de la circulation, puis créer un devis type là, qui permettrait qui exigerait que les études d'impact sur la mobilité prévoient tous les usagers, pas juste la circulation motorisée. Puis par rapport aux piétons, pas juste la sécurité, mais aussi la qualité de l'expérience piétonne, pour qu'on prenne vraiment en considération les éléments qu'on a nommés tantôt. Le deuxième élément, c'était dans le fond, de développer des outils de communication pour mettre en valeur les données qui sont récoltées déjà par la Ville dans les différents projets. Parce que c'est fait, des fois, dans un projet très concret, on va collecter des données, mais on n'en fait pas nécessairement une publication, on ne les rend pas publiques, on les valorise pas nécessairement. Donc, que la Ville mette de l'avant ces données qui sont déjà récoltées. Ensuite, de valoriser la collecte de données, puis de prévoir les ressources aussi pour la faire en amont. Donc, que ça devienne un réflexe dans tous les projets, à toutes les étapes, de mettre en place une collecte de données, puis d'avoir les ressources pour le faire. Puis, à la fois, quand on parle de projet, c'est aussi dans les projets concrets, mais aussi dans le développement de politiques publiques, là. Puis finalement, de définir la notion de priorité piétonne, on a nommé le fait que c'était présent dans le projet de plan d'urbanisme et de mobilité de la ville qui va être adopté prochainement. Donc, il y a la notion de zone priorité piétonne, mais aussi de corridor priorité piétonne et d'intersection priorité piétonne, mais c'est pas défini, donc ça serait une opportunité de venir définir avec des critères, puis avec concrètement, là, c'est quoi qu'on s'attend dans ces espaces à priorité piétonne. Puis, on pourrait en profiter pour le faire vraiment à l'aide de tableaux, de critères précis, de caractéristiques qui deviendraient vraiment des aides à la décision pour parler aux professionnels qui prennent les décisions, notamment les ingénieurs qui travaillent sur les plans de génie. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre pour ce tour d'horizon, cette excellente synthèse. D'ailleurs, je précise, là, si vous vous posiez la question, les résultats des ateliers auxquels vous avez participé aujourd'hui vont être compilés. Ils seront publiés plus tard cet hiver, donc ça vous sera communiqué en temps et lieu. Donc, un peu comme l'année passée, ce qui avait été discuté a alimenté le forum de cette semaine, en fait, puis les rendez-vous en général, bien, il y a comme un effet comme ça d'une année à l'autre. Alors, merci beaucoup aux partenaires financiers, mobilisateurs et présentateurs du forum. Vous êtes représentés en ouverture, Montréal Physiquement Active, ainsi que les partenaires influenceurs que sont l'Agence de mobilité durable et l'Autorité régionale de transport métropolitain, la RTM, ainsi que le partenaire allié, Hydro-Québec, pour leur soutien et leur collaboration dans le cadre de cet événement.
Quelques petits rappels en rafale avant de vous laisser filer. Vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, invités à rester avec nous pour réseauter avec un verre et des petites bouchées jusqu'à 18h. Ça se passe en bas au salon des gouverneurs. Vous avez dans votre cocarde normalement un petit coupon qui vous donne droit à une consommation gratuite. D'ailleurs, le soleil tantôt là, semblait bien vouloir se pointer le bout du nez. Donc, sachez que vous pouvez sortir à l'extérieur avec votre verre. Il n'y a aucun problème. Et les compagnies qui ont été nommées justement, qui sont là avec les abris vélos sécurisés, sont là sur place jusqu'à 17h. Donc, vous pouvez sortir avec votre verre, aller poser des questions aux représentants qui sont là pour ça. Vos cocardes, on vous prierait de les remettre dans les petites boîtes qui sont situées sur la table d'accueil en bas avant de quitter. Et idem, si vous avez laissé quelque chose au vestiaire ce matin en arrivant, ne pas oublier de le récupérer. Alors, merci beaucoup. Ah oui, puis dernière chose en terminant, si vos vélos sont stationnés dans les abris sécurisés, justement, puisque ça sera soit fermé ou que ça partira là, à 17h, assurez-vous au plus tard à 17h de les avoir déplacés parce que ce serait dommage de ne pas pouvoir repartir avec votre vélo. Alors voilà, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Merci pour votre intérêt pour la mobilité active et votre engagement et bon 4 à 6.